Ce soir à New York, des quartiers industriels entiers se sont transformés en zones résidentielles improvisées. Des camping-cars de classe C bordent le Queens, des camions-fourgons le Bronx et des Airview se cachent derrière les chantiers navals de Staten Island. Des milliers de personnes qui travaillent et paient leurs impôts vivent dans des véhicules que la ville refuse de voir. C'est une crise qui se cache à la vue de tous, que les services d'urbanisme s'efforcent de dissimuler. Mais le véritable moteur de cette situation n'est pas le désespoir, c'est la conception même du logement. Et une fois que vous aurez compris le fonctionnement des politiques de logement à New York, vous ne regarderez plus jamais ces rues de la même façon. Vivre à Drive. Voici un chiffre qui devrait vous glacer le sang. 23 000 personnes vivent actuellement dans des véhicules dans les limites de la ville de New York. Il ne s'agit pas d'une estimation d'une organisation militante qui gonfle les chiffres pour appuyer son propos. C'est plus d'êtres humains que la population totale de Saratoga Springs, dormant ce soir dans des caravanes, des camions aménagés et des camping-cars disséminés dans les 5 arrondissements. Et voici ce qui distingue cette crise de toutes les autres crises du logement qu'a connue la ville. Il ne s'agit pas de personnes qui ont baissé les bras, ni de personnes qui ont cessé de se battre. Ce sont des New-Yorkais actifs, qui ont tout fait correctement et qui se retrouvent malgré tout à vivre dans leur voiture. Car, il y a environ 5 ans, tout faire correctement ne suffit plus. Pour comprendre comment cela s'est produit et ce que cela révèle sur l'avenir du logement en Amérique, il faut commencer par examiner qui sont réellement ces personnes vivant dans leur véhicule. La ville dans la ville. À l'heure actuelle, des Airv sont stationnés sur la 58e rue à Maspeth, entre des entrepôts industriels fonctionnant 24 heures sur 24. Des camions aménagés en logement bordent les voies de service de Hunts Point Avenue dans le Bronx, entre des grossistes alimentaires et des entreprises de logistique. Des Airv sont regroupés sur les parkings de nuit près d'Arthur Kill Road à Staten Island, là où accostent les porte-conteneurs et où les horaires des ferries déterminent les places de stationnement disponibles. Promenez-vous dans Maspeth un matin de semaine vers 6 heures et vous les verrez si vous savez où chercher. Des Winnebago de 30 ans, dont les panneaux latéraux sont rafistolés avec du ruban adhésif et dont les fenêtres brisées sont recouvertes de sacs poubelles. Des camions-fourgons dont les rideaux improvisés avec des draps sont visibles par l'entrebâillement de la porte arrière. Des camping-cars de classe C qui coûtaient 40 000 $ il y a 15 ans et qui valent peut-être 8 000 $ aujourd'hui si le moteur tourne encore. Sur ces véhicules, la condensation recouvre l'intérieur de chaque fenêtre. Des rallonges électriques pendent dans le vide, faute de prise. Des panneaux solaires sont fixés au toit avec des colliers de serrage, car l'électricité coûte cher et personne vivant dans un camping-car ne peut se permettre de dépenser autant. Les personnes qui y vivent ne sont pas des personnes de passage. Ce sont des employés d'entrepôt d'Amazon qui travaillent de nuit et qui n'ont pas les moyens de se payer une chambre en colocation à 1 500 $ par mois. Ce sont des agents d'entretien de l'hôpital Mount Sinai qui travaillent de nuit et qui n'ont plus les moyens de se loger dans les quartiers proches de leur lieu de travail. Ce sont des livreurs de Fresh Direct qui passent 12 heures par jour à livrer des courses à des personnes vivant dans des appartements à loyer modéré auxquels elles ne pourront jamais prétendre. Ce sont des retraités à revenus fixes, vivant de la sécurité sociale, qui voient leur quartier se transformer sous leurs yeux jusqu'à ce que l'immeuble où ils habitent depuis 30 ans soit vendu et que le nouveau propriétaire décide que les locataires à loyer modéré ne sont pas assez rentables. Ce sont des parents célibataires qui cumulent 2 emplois et qui, malgré tout, n'ont plus que 400 $ à payer chaque mois. Ils ont dû choisir entre se retrouver sans abri et vivre dans leur véhicule, ce qui revient à être sans abri mais avec un toit. La répartition géographique des sans-abri dans leurs véhicules à New York n'est pas aléatoire. Ces personnes ne sont pas dispersées uniformément dans les 5 arrondissements, dormant où bon leur semble. Elles se concentrent dans des zones spécifiques où le stationnement de nuit des véhicules commerciaux est autorisé. Les zones industrielles de Maspeth et de Long Island City, les zones d'entrepôt de Hunts Point, les zones de fret près de l'aéroport JFK, les zones industrielles riveraines de Red Hook et de Sunset Park, et les aires de stationnement nocturne près des terminaux de ferry et des installations portuaires de Staten Island. C'est la ville cachée dans la ville. 23 000 personnes vivent dans un New York parallèle, régi par des règles totalement différentes de celles de la ville connue de tous. Et ce nombre ne cesse d'augmenter, car les mécanismes à l'origine du sans-abrisme automobile persistent. Au contraire, ils s'intensifient. Premier point de rupture. Quand le terme « abordable » a cessé de signifier « abordable », examinons les chiffres qui rendent mathématiquement inévitable le fait de se retrouver sans domicile fixe dans sa voiture pour des milliers de New-Yorkais actifs.
Le loyer médian d'un appartement d'une chambre à New York est actuellement de 3 900 $ par mois, pas seulement à Manhattan, mais en moyenne pour toute la ville. Cela inclut le Bronx, la périphérie du Queens et même les quartiers de Staten Island, dont personne n'a encore parlé en matière de gentrification. Le revenu médian des ménages à New York est de 71 000 $ par an. Cela semble correspondre à un niveau de vie de classe moyenne, jusqu'à ce qu'on fasse le calcul. Après impôts fédéraux, impôts d'État, taxes municipales, sécurité sociale et assurance maladie, un ménage gagnant 71 000 $ ne dispose plus que d'environ 52 000 $. Cela représente 4 333 $ par mois. Le loyer est de 3 900 $. Il vous reste donc 433 $ pour le mois entier. Pour tout le reste, les transports, la nourriture, les charges, le téléphone et toutes les autres dépenses nécessaires pour vivre à New York. Mais attention, ce calcul suppose que vous trouviez un propriétaire disposé à vous louer un logement. La plupart des baux résidentiels à New York exigent que les locataires gagnent au moins 40 fois le loyer mensuel par an. Pour un appartement à 3 900 $, cela signifie que vous devez justifier d'un revenu annuel de 156 000 $. Pratiquement personne avec un revenu médian ne remplit ces conditions. Vous n'êtes pas irresponsable. Vous ne faites pas de mauvais choix financiers. Vous travaillez à temps plein pour un salaire que la ville considère comme moyen. Et pourtant, le calcul est impossible. L'écart entre le coût du logement et ce que les travailleurs peuvent se permettre est devenu un gouffre qu'il est impossible de combler, même en gérant mieux son budget ou en travaillant davantage. Alors, que se passe-t-il réellement? On essaie de tenir le coup. On trouve un appartement à loyer modéré par pur hasard, grâce à des relations familiales ou parce qu'on habite au même endroit depuis bien avant que le quartier ne devienne prisé. On paie 1 800 $ par mois pour un 2 pièces à Washington Heights qui se louerait 3 500 $ au prix du marché, si l'immeuble n'était pas soumis à la réglementation des loyers. On travaille pendant 30 ans comme aide à domicile. On paie ses impôts, on respecte toutes les règles, on se croit en sécurité. Puis l'immeuble est vendu. Le nouvel acquéreur n'est pas un propriétaire local qui gère des biens immobiliers dans le quartier depuis des décennies. Il s'agit d'une société d'investissement immobilier basée dans le Delaware, propriétaire de 1 700 logements répartis dans 4 États. Ils ne sont pas intéressés par le loyer mensuel de 1 800 $ de retraités à revenu fixe, alors que l'appartement voisin se loue 3 500 $. Alors, le processus se met en marche. Des rénovations obligatoires qui vous obligent à déménager temporairement, des travaux d'amélioration dans tout l'immeuble qui justifient la déréglementation de votre logement à votre retour. Sauf que vous ne pouvez pas revenir, car une fois parti, le logement est rénové et reloué au prix du marché. Et soudain, vous avez 68 ans, vous êtes retraité, vous vivez avec une pension de retraite de 1 400 € par mois, et chaque appartement que vous trouvez coûte plus du double de vos revenus. Vous faites une demande de logement pour personnes âgées auprès de la NYCHA. La liste d'attente est gelée depuis 2009. Vous faites une demande de logement Mitchell Lama. La liste d'attente est de 10 ans et ils ne sont même pas sûrs de pouvoir vous aider avant votre décès. Vous faites une demande de bon de logement de la section 8. Vous êtes le 73 000e sur la liste. Alors, vous prenez l'argent que vous avez économisé pendant 30 ans et vous achetez un camping-car d'occasion. Un Winnebago de 20 ans avec 140 000 miles au compteur, qui vous coûte 12 000 $. Il est payé, il est à vous. Il a un lit, des toilettes et une porte qui ferme à clé. Et vous commencez à le garer dans les rues industrielles de Hunts Point, parce que c'est là que, paraît-il, les contrôles sont les plus légers. Vous n'avez pas échoué. La ville vous a dépassé. Elle a décidé que votre contribution pendant 30 ans n'était plus suffisante pour justifier un logement. Et puis, quelque chose se brise. Deuxième point de rupture, quand le système d'hébergement devient un piège. Le système d'hébergement d'urgence de la ville de New York accueille actuellement plus de 65 000 personnes chaque nuit. C'est le chiffre officiel de la ville. C'est la statistique qui est citée lors des réunions budgétaires et dans les articles de presse sur le sans-abrisme. Et bien qu'elle soit techniquement exacte, elle est en réalité trompeuse, car elle ne prend pas en compte les personnes vivant dans leur véhicule. Le système d'hébergement d'urgence n'a pas été conçu pour les personnes possédant un véhicule. Il a été conçu pour les personnes et les familles sans abri, qui ne possèdent absolument rien. Ainsi, lorsqu'une personne vivant dans un camping-car fait une demande d'hébergement, elle est considérée comme possédant des biens. Le véhicule lui-même devient alors un motif de disqualification. Imaginez un instant cette situation. Vous perdez votre appartement. Vous achetez une vieille caravane RV car dormir dans la rue avec vos enfants est inacceptable. Vous demandez un hébergement d'urgence car votre RV est en piteux état.
L'hiver approche et vous ne pouvez plus continuer ainsi. La ville exige que vous rendiez le véhicule pour bénéficier d'un hébergement, ce qui signifie renoncer à votre moyen de transport pour aller travailler, renoncer au seul espace que vous contrôlez, renoncer à ce qui a permis à votre famille de rester unie et relativement en sécurité pendant 1 an. Alors, faites le calcul pour évaluer ce que les centres d'hébergement offrent réellement. Pour les familles, la durée moyenne de séjour est désormais de 15 mois. 15 mois dans des structures où les punaises de lit sont endémiques, où la violence est fréquente, où vos affaires sont volées si vous les laissez sans surveillance, où les pères sont souvent placés dans des structures séparées des mères et des enfants. Pour les adultes seuls, la situation est encore pire. Dans les refuges collectifs, 200 personnes dorment dans une seule pièce. Aucune intimité, aucune sécurité pour ses biens. Impossible de maintenir une routine ou une stabilité qui pourrait permettre de se reconstruire. Les agressions et les vols sont si fréquents qu'ils sont rarement signalés. Alors, les gens font un calcul. Garder leur RV, c'est au moins contrôler son espace. Au moins, les enfants ne sont pas exposés à ce qui se passe dans les refuges la nuit. Au moins, on peut fermer une porte à clé. Au moins, on peut garder son travail, car on n'a plus besoin de faire l'aller-retour entre un refuge du Bronx et un entrepôt à Maspeth où l'on commence à 23 heures. Alors, ils gardent leur véhicule. Parce qu'il leur appartient? Parce qu'il fonctionne? Parce que le système des refuges n'est pas une solution, c'est un piège qui rend le retour au logement plus difficile et non plus facile. Et puis, de toute façon, la ville finit par le reprendre. 3e point de rupture, quand chaque rue devient illégale. Vivre dans un semi-remorque à New York, c'est devenir un expert en réglementation dont on ignorait l'existence. Stationnement alterné, les règles varient selon le quartier. Interdiction faite aux véhicules utilitaires de se garer dans les zones résidentielles après 21 heures. Limite de longueur. 70% des rues sont interdites aux véhicules de plus de 6,70 mètres. Zone d'interdiction de stationnement, elles apparaissent et disparaissent au gré des permis de construire et des événements spéciaux, annoncés seulement par les agents de la circulation. La règle des 72 heures est fondamentale. Tout véhicule stationné sur la voie publique pendant plus de 72 heures consécutives peut être verbalisé et mis en fourrière. En théorie, cette règle s'applique à tous. En pratique, elle est appliquée presque exclusivement dans les zones industrielles où se concentrent les résidents de maisons individuelles, car ce sont les endroits où les plaintes concernant le stationnement prolongé sont les plus fréquentes. Vous mettez donc en place un système. Vous mémorisez les rues où le stationnement est alterné les lundis et jeudis, et celles où il l'est les mardis et vendredis. Vous repérez les rues nettoyées tôt le matin et celles nettoyées en fin d'après-midi. Vous programmez des alarmes sur votre téléphone pour 2 heures du matin, car c'est à ce moment-là que vous devez déplacer votre RV de 3 rues avant la fin des 72 heures. Vous notez tout dans un carnet, car la moindre erreur, le moindre oubli, et c'est la fourrière. La charge mentale est constante. Vous travaillez 40 heures par semaine à un emploi déjà épuisant. Et en plus de cela, vous gérez un planning de déménagement plus complexe que celui de la plupart des gens. Trouvez les rues où les véhicules commerciaux sont autorisés. Évitez les zones résidentielles aux heures de restriction. Se tenir à l'écart des quartiers où quelqu'un appellera immédiatement le 311 si un camion stationne pour la nuit. Organisez toute votre vie autour d'une horloge de 72 heures qui ne s'arrête jamais. On devient un expert du stationnement en ville, ne serait-ce que pour dormir. On mémorise les horaires de contrôle mieux que les agents eux-mêmes. On tisse des liens avec les autres habitants du quartier pour partager des informations sur les zones nettoyées, les rues sûres cette semaine, ou encore les endroits où une voiture a été mise en fourrière la veille. Cela devient toute votre vie. Et puis, il y a une erreur, une mauvaise appréciation. On se gare à un endroit qui semblait convenable et, 70 heures plus tard, la police débarque. Point de rupture numéro 4. Quand la ville supprime vos infrastructures, la ville de New York ne compte absolument aucune station de vidange légale pour camping-car sur son territoire. Aucune. La station la plus proche où l'on peut vider légalement les réservoirs d'eau usées d'un camping-car se trouve à une centaine de kilomètres, en Pennsylvanie. Imaginez ce que cela signifie pour une personne vivant dans un camping-car dans le Queens. Elle devrait faire un aller-retour de 190 km, consommer de l'essence qu'elle ne peut pas se permettre, prendre des congés qu'elle n'a pas, juste pour se débarrasser légalement de ses déchets humains. Alors, que se passe-t-il réellement? Les gens utilisent les toilettes publiques quand ils en trouvent, quand les magasins sont ouverts, quand la sécurité ne les expulse pas parce qu'ils ont l'air de sans-abri. Ils utilisent des bouteilles et des sacs quand ils n'ont pas d'autre choix. Ils développent des infections urinaires qui dégénèrent en infections rénales parce qu'ils rationnent l'eau.
pour éviter d'avoir besoin de toilettes auxquelles ils n'ont pas accès. Ils contractent des infections cutanées faute de pouvoir se doucher régulièrement. Ils tombent malades de maladies qui seraient parfaitement évitables si les infrastructures de base existaient. Il n'existe aucune fontaine à eau publique adaptée aux camping-cars dans les 5 arrondissements de New York. On peut remplir de petits récipients dans les parcs si les fontaines fonctionnent. On peut remplir des bidons dans les stations-service si elles l'autorisent. On peut demander dans les salles de sport ou les commerces. Peut-être que quelqu'un aura pitié de vous. Mais il n'y a aucun moyen systématique d'accéder à l'eau potable lorsqu'on vit dans un véhicule, ce qui signifie que les gens sont constamment déshydratés ou consomment de l'eau provenant de sources dont ils ne sont pas sûrs de la potabilité. Les toilettes publiques sont théoriquement accessibles, mais en réalité, elles ne le sont pas. Les parcs ferment à la tombée de la nuit. Les toilettes des stations de métro sont fermées depuis la pandémie et n'ont jamais rouvert. Les commerces ouverts, 24h/24, réservent leurs toilettes à la clientèle. Et le personnel sait qui prend un café et qui utilise les toilettes, faute d'autres solutions. Les bibliothèques ouvrent à 10h et ferment à 18h. Si vous travaillez de nuit, si vous avez besoin d'aller aux toilettes à 2h du matin ou en cas d'urgence médicale en dehors des heures d'ouverture, vous n'avez aucune autre option. Se doucher devient un véritable casse-tête logistique qui vous prend tout votre temps. Les salles de sport ouvertes 24h/24. C'est bien, jusqu'à ce que quelqu'un à l'accueil remarque que vous arrivez en camping-car tous les matins et vous résilie votre abonnement. Il existe des aires de repos pour routiers avec douche dans le New Jersey, mais s'y rendre coûte de l'essence et du temps. Les centres communautaires proposent parfois des douches, mais leurs horaires sont limités et elles ne sont pas adaptées aux personnes qui en ont besoin tous les jours. Certaines personnes passent des jours sans se doucher, tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à s'organiser. Et puis, il y a l'impact sur l'emploi. Impossible de soigner son apparence sans se doucher régulièrement. Impossible de se présenter à un emploi en contact avec la clientèle sans avoir pu laver ses vêtements de travail. Impossible de conserver un emploi dans la restauration sans accès régulier à du savon et à de l'eau chaude. Résultat, des personnes qui travaillaient à temps plein voient leur heure de travail réduite. Elles commencent à recevoir des avertissements pour des problèmes d'apparence qu'elles ne peuvent justifier sans avouer être sans abri. Elles commencent à être licenciées pour des raisons qui seraient facilement résolues par l'accès à des toilettes et à l'eau courante. La ville rend physiquement impossible le maintien d'une hygiène élémentaire, puis punit les habitants pour leur manque de propreté. Elle les criminalise pour leur présence dans l'espace public, faute d'espace privé. Enfin, les forces de l'ordre interviennent pour achever les dégâts causés par l'abandon des infrastructures. 5e point de rupture. La police de New York, NYPD, mène régulièrement des opérations de contrôle de la qualité de vie dans les zones industrielles où se concentrent les résidents de maisons mobiles. Il ne s'agit pas de patrouilles aléatoires, mais de contrôles coordonnés ciblant des zones spécifiques où des plaintes ont été déposées concernant la présence prolongée de véhicules. Maspeth fait l'objet de contrôles toutes les 6 semaines, Hunts Point tous les trimestres et les zones proches des terminaux de fret de l'aéroport JFK sont inspectées mensuellement. Le service de voirie gère son propre programme de remorquage de véhicules, distinct du service de contrôle du stationnement. En 2024, 2300 véhicules ont été remorqués. Il ne s'agissait pas de véhicules abandonnés, ni de véhicules bloquant la circulation ou présentant un danger pour la sécurité, mais de véhicules habités. De véritables maisons sur roues. Le processus est d'une efficacité redoutable. Aucun avertissement, aucun délai de grâce, aucun avis sur votre pare-brise ne vous donne 24 heures pour déplacer votre véhicule. Les agents arrivent, vérifient si le véhicule est stationné depuis 72 heures et, si c'est le cas, ils l'emmènent immédiatement. Si vous êtes au travail, à la laverie, ou si vous vous êtes absenté 2 heures pour emmener vos enfants à l'école, vous revenez et tout ce que vous possédez a disparu. La structure des coûts rend la récupération presque impossible pour les habitants des zones résidentielles, faute de moyens pour se loger. Le remorquage lui-même coûte entre 800 et 2000 $, selon la taille du véhicule et la distance à parcourir. À cela s'ajoutent les amendes. Le stationnement de plus de 72 heures est passible d'une amende de 50 $ pour la première infraction et de 180 $ pour les récidives. Le stationnement de véhicules commerciaux en zone résidentielle entraîne un surcoût de 115 $. Absence de vignette de contrôle technique, feu arrière défectueux, immatriculation expirée, chaque infraction est constatée et facturée. Il y a ensuite les frais de fourrière, 25 $ par jour pour chaque jour où le véhicule reste à la fourrière. Au bout de 30 jours, la ville peut le vendre aux enchères si vous n'avez pas réglé la totalité de la somme due. La plupart des gens n'en arrivent jamais là,
car ils n'ont pas les moyens de réunir entre 1 500 et 3 000 $ la première semaine. Pour quelqu'un qui vit dans un logement social faute de pouvoir payer 7 000 $ de dépôt de garantie pour un appartement, 1 500 $, c'est comme 15 000. C'est tout aussi impossible. 90% des véhicules remorqués appartenant à des personnes vivant dans des logements insalubres ne sont jamais retrouvés. Ce n'est pas une estimation, mais le taux de récupération réel constaté par les associations qui accompagnent ces personnes. Dans 90% des cas, lorsqu'un véhicule est remorqué par la ville, son occupant le perd définitivement. Il perd son logement, son moyen de transport et tous ses biens. Et c'est à ce moment-là que les habitants des quartiers résidentiels se retrouvent à la rue. Ils dorment dans le métro, dans les parcs ou même dans les entrées d'immeubles. Exactement le résultat que la ville prétend vouloir éviter par ses mesures de répression. Ce que tout le monde s'accorde à dire ne devrait pas arriver. La ville dépense 19 millions de dollars par an pour créer davantage de sans-abri, puis s'étonne de voir ce nombre augmenter sans cesse. Le code de la présentation. La ville fait comme si ces 23 000 personnes n'existaient pas. Ce déni a un coût que personne ne veut calculer honnêtement, car une fois tous les coûts additionnés, une fois pris en compte tous les frais indirects engendrés par le refus de fournir les infrastructures et le soutien de base, il devient impossible de prétendre que ne rien faire coûte moins cher que d'agir. Les coûts du système de santé sont les plus faciles à quantifier, car les hôpitaux enregistrent tout. Les personnes vivant dans leur véhicule, sans accès à des toilettes, se rendent aux urgences pour leurs besoins d'hygiène de base. Une personne vivant dans un camping-car contracte une infection urinaire à cause du rationnement de l'eau et de l'impossibilité d'accéder régulièrement aux toilettes. L'infection s'aggrave, car elle n'a pas les moyens de consulter un médecin et les soins d'urgence coûtent peu cher. Elle se transforme en infection rénale. Cette infection devient si grave qu'elle se rend aux urgences car la douleur est devenue insupportable. Une consultation aux urgences à New York coûte en moyenne 1 400 $. Une personne vivant dans sa voiture et souffrant de problèmes de santé chroniques pourrait s'y rendre 6 à 10 fois par an pour des affections parfaitement évitables grâce à l'accès à l'eau courante et à des sanitaires. Cela représente entre 8 000 et 14 000 $ de frais de soins d'urgence par personne et par an, intégralement pris en charge par le système de santé publique, puisque les personnes vivant dans leur véhicule ne contribuent pas à ces dépenses. Il y a ensuite les coûts liés au système d'emploi qui ne sont jamais mesurés. Une personne perd son emploi parce qu'elle ne peut plus entretenir sa tenue vestimentaire. Cette personne payait des impôts, cotisait à la sécurité sociale et à l'assurance maladie et dépensait son argent dans les commerces locaux. Lorsqu'elle perd son emploi, toute cette activité économique s'arrête. La ville perd des recettes fiscales. Souvent, cette personne finit par percevoir des prestations dont elle n'avait pas besoin lorsqu'elle travaillait. Selon des estimations prudentes, chaque personne contrainte de quitter son emploi en raison de l'instabilité du logement coûte à la ville environ 8 000 $ par an en perte de recettes fiscales et en augmentation du recours aux prestations sociales. Multipliez ce chiffre par une fraction seulement des 23 000 personnes vivant dans leur véhicule et les sommes deviennent vertigineuses. Les conséquences sur l'éducation sont les plus difficiles à quantifier mais impossibles à ignorer. À New York, 3 200 enfants d'âge scolaire vivent dans des véhicules. Ces enfants sont inscrits à l'école grâce aux adresses de leurs proches ou à des informations obsolètes datant d'avant l'expulsion de leur famille. Les écoles ignorent qu'ils vivent dans des véhicules, mais les conséquences se font sentir malgré tout. Absentéisme chronique lorsque les familles doivent déplacer le véhicule pendant la nuit et que les enfants manquent l'école. Baisse des résultats scolaires lorsque les enfants tentent de faire leurs devoirs à la lumière de leur téléphone. Le système électrique du RV étant hors service. Troubles du comportement liés à un traumatisme et à une instabilité qui sont souvent diagnostiqués à tort comme des troubles d'apprentissage. Il y a ensuite les coûts liés à l'application de la loi, que la ville suit de près car ces opérations sont soumises à des lignes budgétaires précises, incluant les heures supplémentaires et les frais d'équipement. Les heures supplémentaires de la police de New York, NYPD, pour les opérations de contrôle des logements occupés, RV, représentent environ 4 millions de $ par an. Les opérations de remorquage, des RV, menées par le service de la voirie, coûtent 7 millions de $ par an. Les systèmes de stockage et de vente aux enchères des véhicules ajoutent 5 millions de $ par an. Le système judiciaire traite des milliers d'infractions de stationnement liées aux logements occupés, RV, pour un coût d'environ 3 millions de $ par an. Au total, on arrive à 19 millions de $ de dépenses directes pour la répression en 2024. 19 millions de $ qui n'ont permis de loger personne.
19 millions de dollars qui n'ont empêché personne de se retrouver sans abri. 19 millions de dollars qui n'ont pas traité les causes profondes du problème ni offert de solution. 19 millions de dollars qui n'ont fait que le déplacer et l'aggraver. Parallèlement, des programmes de stationnement sécurisés ayant fait leurs preuves dans d'autres villes coûtent à 200 dollars par personne et par an et permettent de mettre fin à l'itinérance pour 87% des participants. Le calcul est simple. L'approche actuelle coûte plus cher et n'aide personne. L'alternative qui a fait ses preuves coûte moins cher et fonctionne réellement. Les modèles qui fonctionnent vraiment. Il n'y a rien de mystérieux. Inutile de mettre en place des programmes pilotes, des études de faisabilité ou des commissions pour déterminer ce qui pourrait fonctionner. D'autres villes l'ont déjà fait. Elles ont élaboré les programmes, suivi les résultats et prouvé l'efficacité de ces solutions à grande échelle. New York n'a plus qu'à choisir de reproduire ce qui a déjà fait ses preuves ailleurs. San Diego a lancé son programme de stationnement sécurisé en 2013. 12 ans de données opérationnelles. 6 parkings répartis dans toute la ville. Le concept du programme est d'une simplicité enfantine. Les personnes sans domicile fixe bénéficient d'un emplacement légal pour se garer. Elles sont sécurisées et peuvent dormir sans crainte de vol ou de harcèlement. Elles ont accès à des sanitaires. Un référent leur est attribué pour les accompagner dans leur démarche de retour au logement. Les participants peuvent rester aussi longtemps qu'ils s'engagent activement dans la réalisation de leurs objectifs. Pas de limite de temps arbitraire, pas de relogement toutes les 72 heures, juste de la stabilité pendant leur reconstruction. Les résultats sont éloquents. 87% des participants accèdent à un logement permanent dans les 12 mois. Pas un refuge, pas d'un logement de transition. Des appartements permanents avec bail. Le coût par participant est de 4 200 dollars par an. Ce montant couvre l'accompagnement social, la sécurité, l'entretien des locaux et les frais administratifs. 4 200 dollars pour mettre fin à la situation d'une personne sans domicile fixe, contre 19 millions de dollars dépensés en mesures répressives qui ne font que déplacer les gens. Los Angeles est allé plus loin avec ses programmes Hope Team et Safe Park LA. Au-delà de la simple création de parking, des centres de triage pour véhicules ont été mis en place. Ces centres de services complets permettent aux usagers d'accéder à tous leurs besoins en un seul lieu. Les soins médicaux sont disponibles sur place pour les problèmes de santé liés à l'absence d'infrastructures. Douches et laveries sont accessibles 7 jours sur 7. Des permanences juridiques aident à régler les amendes impayées, les suspensions de permis et à récupérer les documents nécessaires. Un soutien psychologique est proposé aux personnes traumatisées par la perte de tous leurs biens. Des conseillers en logement accompagnent les personnes sans domicile fixe dans leur installation en appartement. Ils suivent des indicateurs précis car mesurer les résultats est essentiel pour prouver l'efficacité d'un programme. Le délai moyen entre l'admission et la récupération des papiers d'identité est de 15 jours. Le délai moyen entre l'admission et l'obtention d'un emploi ou de prestations sociales est de 37 jours. Le délai moyen entre l'admission et la signature du bail est de 4 mois et demi. Et voici le chiffre le plus important pour évaluer si ce programme résout réellement le problème du sans-abrisme. 85% des participants sont toujours logés 2 ans plus tard. Ils ne retombent pas dans la rue. Ils conservent un logement stable car le programme leur a apporté un soutien suffisant pendant la transition pour leur permettre de se stabiliser. Seattle a opté pour une approche différente en combinant le stationnement sécurisé AirV avec des programmes de logement en location-gérance. La ville loue des emplacements de stationnement où les personnes sans domicile fixe peuvent séjourner légalement en attendant de trouver un logement. Elle loue également des immeubles entiers spécifiquement destinés aux personnes sortant de la rue. Aucune vérification de solvabilité, aucune vérification des antécédents, hormis l'inscription au registre des délinquants sexuels. Aucune obligation de justifier de revenus équivalent à 3 fois le loyer mensuel. Les participants consacrent 30% de leurs revenus au loyer, quel que soit ce revenu. Le programme prend en charge la différence entre ce que vous pouvez payer et le coût réel du logement. Au fil du temps, à mesure que vos revenus augmentent, vous assumez une part plus importante du loyer, jusqu'à atteindre le prix du marché ou jusqu'à devenir propriétaire de votre propre logement. Les personnes participant à ces programmes de location-gérance ont 6 fois plus de chances de conserver un logement stable après 2 ans que celles qui accèdent directement à un logement indépendant sans accompagnement. Le coût annuel par famille est de 7 000 $, soit moins de 4 mois de dépenses par famille à New York pour l'hébergement d'urgence. Un centre d'hébergement familial coûte 24 000 $ par an et n'offre aucune perspective de logement permanent. Ce programme, à 7 000 $, permet de mettre fin au sans-abrisme.
Certaines solutions ne nécessitent même pas de nouveaux programmes. Il suffit de modifier les politiques qui aggravent actuellement le problème. Premièrement, exempter de la règle des 72 heures de stationnement tout véhicule faisant l'objet d'un suivi social. Permettre aux personnes de rester sur place pendant leur démarche pour trouver un logement, au lieu de les contraindre à des déplacements incessants qui rendent impossible tout autre objectif. Deuxièmement, il convient de désigner officiellement des zones industrielles pour le stationnement de nuit des véhicules de type RVI. Maspeth, Hunts Point, Red Hook et Sunset Park en sont déjà équipés. Il faut légaliser cette pratique plutôt que de la criminaliser. Troisièmement, installer des infrastructures publiques de base, des points d'eau accessibles aux travailleurs agricoles, des stations de vidange, un service régulier de collecte des ordures ménagères et des toilettes publiques ouvertes en soirée et la nuit. Il ne s'agit pas de luxe, mais de mesures de santé publique essentielles pour prévenir les maladies et permettre aux personnes de maintenir l'hygiène nécessaire pour continuer à travailler. Quatrièmement, il faut modifier le règlement d'urbanisme pour autoriser les parkings sécurisés dans les zones commerciales et industrielles. Actuellement, le règlement d'urbanisme de New York rend quasiment impossible l'exploitation légale d'un parking sécurisé. Il est impératif de modifier ce règlement. Il faut créer une nouvelle catégorie d'usage. Il faut rendre légal ce qui a fait ses preuves dans d'autres villes. Cinquièmement, il est essentiel d'intégrer les personnes sans abri vivant dans leurs véhicules au plan de logement officiel et au recensement des sans-abri de la ville. Actuellement, la stratégie quinquennale de la ville en matière de logement mentionne les populations sans abri, mais n'aborde jamais spécifiquement la question des personnes vivant dans leurs véhicules. On ne peut résoudre un problème qu'on refuse de nommer. Pourquoi New York ne le fera pas? Voici ce que personne n'ose dire ouvertement lors des réunions du conseil municipal ou des conférences de presse du maire. L'infrastructure existe. L'expertise des organismes à but non lucratif existe. Le financement existe car nous le consacrons déjà à l'application de la loi. Les modèles opérationnels existent car d'autres villes les ont mis en œuvre. Le besoin est incontestable. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et la volonté politique fait défaut, car reconnaître l'ampleur réelle du problème revient à admettre des vérités dérangeantes sur ce que New York est devenu. Cela signifie reconnaître que New York est devenu fondamentalement inabordable pour les travailleurs. Pas pour les personnes en difficulté, pas pour celles qui se trouvent au bas de l'échelle sociale. Pour les travailleurs qui ont un emploi à temps plein, un salaire et qui paient leurs impôts. Ce sont là des vérités dérangeantes pour une ville qui se présente comme la capitale des opportunités. Mais ce malaise ne justifie pas d'obliger une femme de 68 ans à déplacer son camping-car toutes les 72 heures en janvier. Ce n'est pas une raison pour laisser 3200 enfants faire leurs devoirs à la lumière de leur téléphone. Ce n'est pas une raison pour dépenser 19 millions de dollars en mesures de maintien de l'ordre, alors que 6 millions permettraient de loger des personnes. D'autres villes ont fait des choix différents. San Diego a construit des infrastructures. Los Angeles a créé des centres de services, Seattle a combiné parking et logement. Même des villes plus petites comme Eugene et Sacramento ont opté pour l'aide plutôt que la sanction. Et leur population sans abri a diminué en conséquence. Ce qui se passe à New York n'est pas seulement une crise locale. Cela fait partie d'un phénomène plus vaste qui se propage à travers le pays. Le même scénario s'est d'abord produit sur la côte ouest, où les prix de l'immobilier ont explosé et où des milliers de familles ouvrières se sont retrouvées à vivre dans des logements insalubres pour survivre. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez notre vidéo. Des millions de Californiens n'ont pas les moyens de se loger. Explosion du nombre de sans-abri en 2025. Elle explique comment tout a commencé, comment la situation a dégénéré et pourquoi ce qui se passe actuellement à New York pourrait préfigurer l'avenir du reste des États-Unis.